Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être à l'écoute de ce balado. Nous recevons aujourd'hui M. Grégoire Golin. Monsieur Golin, bonjour. Bonjour, Monsieur Asselin, et merci pour cette invitation. Bien, ça me fait plaisir. Je suis certain que nos auditeurs sont heureux d'enfin pouvoir vous entendre parce que votre nom, on l'entend, mais on veut savoir qui est M. Golin. Donc, avant d'aborder le dossier de la Pinette d'Oka, le but de notre rencontre de ce matin, si vous permettez, j'aimerais apprendre à vous connaître davantage, par conséquent, permettre à nos auditeurs de vous connaître. Si vous me parliez de vous un peu, qui est Grégoire Golin? Ben, écoutez, vous avez peut-être déjà senti un peu mon accent. Les gens me prennent pour un Français ou pour un Belge, mais c'est pas ça du tout. Je viens d'une région d'Italie qui s'appelle la Vénétie. Je suis né au pied de ces montagnes, les Dolomites. Et donc, je suis arrivé au Québec, j'avais 21 ans, après mes études en France, en économie, on va dire. Alors, je suis venu au Québec pour étudier l'administration, si on veut. C'était le but de votre Oui. J'ai été boursier, finalement, une bourse France-Québec d'échange d'étudiants. Donc, je suis arrivé ici avec une valise de livres et une valise de jeans, on va dire, avec quelques vêtements, si on veut, et pas dans l'idée de rester ici, de retourner. Mais à 21 ans, on prend rapidement racine où on se trouve, et c'était finalement mon troisième pays, si on veut, après avoir étudié longtemps en France. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à Oka? À Oka, écoutez, je suis né dans un petit village au pied des montagnes, donc j'ai jamais pu m'adapter à la ville. Je viens d'une famille, on va dire, d'agriculteurs, grands-parents, parents, et puis de familles extrêmement pauvres, on va dire, qui ont dû même changer de pays pour gagner leur vie. Et donc, j'ai pas pu m'adapter à Montréal. Donc, dès que j'ai terminé mes études et que j'ai eu un peu d'argent pour m'acheter une belle auto d'occasion, donc j'ai quitté Montréal et par hasard, je suis tombé sur Oka et par hasard, c'était le printemps, j'ai fait un tour, j'ai vu Saint-Joseph-du-Lac, les pommiers et tout ça. Là, j'ai dit, oh, c'est quelque chose. Vous êtes tombé en amour. Oui, c'est quelque chose. On est bien ici, il y a de la place. Puis les gens étaient très accueillants, je dois dire. Et puis je me suis mieux reconnu. C'était en quelle année ça pour nous? C'était en 73. Et je me suis reconnu dans les gens avec qui on parle un peu, on va s'acheter une crème glacée et tout ça. Je dis, c'est beaucoup plus facile Ici, on peut entrer en relation, les gens sont accueillants et tout ça. Là. Puis bon, je me suis promené un peu, et puis je suis revenu, puis j'ai vu une petite maison à vendre, et puis voilà, je me suis acheté une maison. J'avais une blonde, une québécoise. Donc c'est ça qui vous a gardé au Québec, là. Ah ouais, c'est elle qui vous a gardé au Québec. C'est elle qui m'a gardé, avec qui je suis encore en très très bonne relation. Donc, je me suis établi. Donc, ça fait une 50aine d'années que je suis dans, on va dire, un demi-siècle. Parce que, bon, dans le dossier autochtone, on parle pas de semaines, ni de mois, ni d'années, ni de dizaines d'années. On parle d'au moins 30 ans avec la crise d'Oka, et puis au moins de siècles avec ce que j'ai appris à connaître, que dans les livres d'histoire, j'ai jamais été sensibilisé à ça. Le colonialisme et tout ça là. Par contre, je savais ce que c'était la discrimination et puis le sentiment d'être rejeté, parce que quand on change de pays, quand même, tout le monde n'est pas très accueillant et ne vous accueille les bras ouverts. On se demande, on est toujours l'étranger. Et donc j'ai toujours je comprends très bien c'est quoi de l'injustice, c'est quoi de discrimination, sans parler de racisme, là, pas à ce point-là, là, mais vous avez toujours chez certaines personnes des réactions, on va dire, c'est pas des réactions réfléchies, là, on va dire, mais ce sont des réactions de gens qui n'ont peut-être pas assez réfléchi sur
la diversité, cette richesse, ce potentiel qu'on peut avoir. Et c'est un peu ça, là. Donc, j'ai eu cette chance, si on veut, de ne pas avoir trop de préjugés quand je me suis installé à Oka et que la crise d'Oka est arrivée. Parce que jusqu'avant la crise d'Oka, pour moi, les Autochtones, on appelait ça, j'entendais, on appelait ça les Indiens, et puis c'était plutôt folklorique, si on veut, là. Mais la crise d'Oka est arrivée en 80. Vous avez ouvert les yeux sur... En 90, puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on voyait, c'est quoi ça, tout ça, on parlait de revendications, et puis là, bon, ben là, je dois dire que j'ai été noyé de réflexions et de préjugés. Ils n'ont droit à rien, c'est quoi? Ils ont des sautes d'humeur, ça leur arrive de temps à autre, ne vous en faites pas, tout ça, là, donc... Mais j'ai quand même lu, on lisait dans les journaux, puis ils n'étaient pas tout seuls, puis il y avait une certaine solidarité, et là, puis c'était rendu de la crise, là, je veux dire, les premiers ministres étaient là, tout le monde, l'armée, et puis attention, au bain de sang, et tout ça, puis il y avait eu un mort, et tout ça, là, donc... Est-ce que vous étiez propriétaire de la Pinette déjà? Non. Je suis devenu... si on veut sauter rapidement à ce qui nous préoccupe et à ce qui préoccupe tous les citoyens au moins d'Oka. Écoutez, je suis devenu propriétaire en 2004. Ça faisait quelques années que les propriétaires de qui j'ai acheté, qui s'appelait l'immobilière d'Oka, étaient propriétaires eux aussi depuis de nombreuses années. Mais arrivaient à un certain âge, et puis ont décidé de se départir de leur propriété. Alors ça faisait quand même quelques années que c'était à vendre, mais il n'y avait pas d'acheteurs. Rappelez-vous, en 2004, il y avait eu de nouveaux troubles. La maison du grand chef Gabriel, ça vous donne juste une indication de l'état de la situation. Une tension qui existait. C'est plus que d'une tension. On va dire, on était à l'orée d'une nouvelle crise. Et puis, non seulement écoutez, et là, c'était une crise interne. Donc, il n'y avait pas d'acheteurs. Et puis, moi, avec ma naïveté à l'époque, et on va dire encore une certaine jeunesse, si on veut, je me suis dit, bon, vous savez ce qu'on apprend à l'école, là, on achète au son du canon et puis on vend au son du clairon. Je me suis dit, bon, pour moi, c'est peut-être une opportunité, mais j'avais pas de grandes ambitions de développement. J'avais commencé à faire 2 petits développements à Saint-Joseph, on va dire d'une dizaine de terrains, et puis je me suis dit, bon, sur tout ce lot-là, peut-être que je vais faire un petit développement, et puis, bon an, mal an, je vais récupérer mes sous, vu qu'il n'y avait pas d'acheteurs, j'étais en position de négocier quelque chose qui était à ma portée. Et donc, je l'ai fait en 2004. Et là, à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà de l'opposition à vos projets qui venaient? Venant d'un petit village où la courtoisie avec les voisins est importante, on va dire, là, où il n'y a pas de clôture vraiment, pas de clôture, on va dire... psychologique, là, au moins, là, j'ai cru bon de me lancer dans une consultation, c'est un grand mot pour moi, mais disons pour me sécuriser que mon achat en valait la peine, j'ai décidé de parler tenter le pouls, comme on dit. Oui, à tenter le pouls des gens qui m'apparaissaient des gens influents, importants. Donc, j'ai parlé avec le maire d'Oka à l'époque, Patry, j'ai rencontré des gens de la Société d'Histoire, j'ai rencontré les gens de la table d'harmonisation du parc d'Oka, où il y avait des citoyens, les gens du parc et tout ça.
j'ai rencontré aussi les chefs de l'époque de Kanesatake, et malgré la dissension et une certaine tension à l'interne, si vous vous rappelez, avec le grand chef Bonspiel, et puis les autres chefs, le chef Raymond à l'époque, le chef Canatonquin, qui est toujours, grâce à Dieu, toujours quelqu'un de bonne humeur et vivant. Il y avait Feu, le chef, qui a été un très grand chef pour Kanesatake, Clarence. Donc nous avons eu deux rencontres, des rencontres cordiales? Très cordiales. La première rencontre a été une rencontre toujours tendue. Écoutez, je suis l'étranger et on est en 2005 là, quand je les ai rencontrés. Donc je suis l'étranger avec mes gros sabots. Eux sont en négociation, en revendication, qui n'est pas encore reconnu. Si on fait un peu d'histoire, un point clé, si on veut, dans ce dossier, c'est qu'en 2006, le gouvernement fédéral a reconnu sa faute fiduciaire et a accepté de négocier sur une base de reconnaissance de leurs droits. Mais en 2005, quand les chefs m'ont rencontré, ils étaient en plein dans ça. Et puis c'est cette discussion que nous avons eue. Une discussion où leurs droits n'étaient pas encore formellement reconnus, mais ils m'ont dit nos droits, ce sont nos droits. Et nous avons l'intention vigoureuse de les faire valoir. Quelles sont vos intentions? Alors, écoutez, c'est comme je vous parle. Je dis, écoutez, moi je suis un citoyen, il n'y avait pas d'acheteur, c'était à vendre, je les ai achetés, je ne construis rien. J'aurais l'intention de lotir parce que j'ai mis mes épargnes là-dedans et quelque chose. Et puis là, ça a été un échange. Donc au début, ça a été un peu tendu, mais ça a été vraiment un échange respectueux, c'est même pas le mot, ça a été même un échange cordial, parce que je me rappelle le chef Raymond, qui, moi ça m'avait surpris, écoutez, je suis pas né ici, mais qui me dit, écoutez, c'est la première fois qu'un colon nous consulte sur nos terres. Alors, dire pour moi, c'est une discussion cordiale, mais j'ai dû prendre un engagement. Qui était? Et je l'ai pris. L'engagement, c'était à propos de la pinède, justement, à propos de la forêt. Et je sais que c'est pas bien de faire parler les morts, comme on dit, mais c'est le chef Clarence qui était un peu le leader des chefs que je rencontrais. Oui. Et qui me dit... la pinède, c'est là où sont nos ancêtres. C'est là où sont nos je ne sais pas comment appeler ça, où on est très attaché, où c'est sacré pour nous. Je pense que c'est ça le terme. En tout cas, le ton était quelque chose de sacré, et puis... ne touchez pas à ça. Ne touchez jamais à ça. Et j'ai pris cet engagement. Je l'ai pris. Et donc ils m'ont dit, écoutez, pour ce qui est... Alors je leur ai dit que j'avais l'intention de lotir à côté. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui les collines d'Oka. Ok, c'est un nom que j'ai donné comme ça. Et ils m'ont dit, ok... tant que tu t'en tiens à ça, on comprend. Et puis, ils m'ont même invité chez eux, dans leur bâtisse où ils font leur rencontre. Je sais que c'est le grand chef c'est le grand chef Raymond qui m'a montré une carte et qui m'a expliqué tout ça. Et puis, et voilà. Donc, j'ai fait tout ce tour-là, et j'ai même rencontré les gens de la Société d'Histoire. J'ai même rencontré les gens de la Société d'Histoire à l'époque.
Et cet engagement-là, vous l'avez toujours respecté depuis ce temps-là? L'engagement de ne jamais toucher à la pinède, évidemment. Mais c'était un engagement qui n'est pas, on va dire, qui va de soi. Même pas à cause de cet attachement des Mohawks de Kanesatake à cette pinède. Non, qui ne va pas de soi tout simplement parce que c'est une forêt plantée par l'homme. Elle a été plantée pour retenir un sable qui envahissait le village. Là, je veux dire, c'est intouchable. Mais c'est intouchable. Mais il faut être fou pour toucher à ça, parce que c'est un suicide collectif. Ça n'est plus un patrimoine collectif si on développe là-dedans. Le sable se déplace, et puis, écoutez, ça, donc... Ça aurait des répercussions désastreuses. Donc, je pourrais pas vous dire que j'ai du mérite à avoir accepté ça. Ça allait de soi. Là, le 27 janvier, le maire d'Oka, Pascal Quevillon, qui nous accordait une entrevue... en réponse à la poursuite judiciaire intentée contre sa municipalité par le Conseil Mohawk de Kanesatake, vous indiquiez récemment dans une lettre que vous avez fait parvenir au journal que la pinède était source d'identité de fierté, que chacune des deux communautés, soit les Opa et les Mohawks, entretenaient une relation qui était différente avec cette terre de quelques 100 hectares. Que voulez-vous dire par là? C'est quoi la relation différente d'un côté et de l'autre? Pour nous, on va dire, écoutez, on pourrait dire les Blancs, mais disons, pour être politically correct, on va dire les non-autochtones. Oui. La notion de sacré n'est pas, en tout cas, elle n'est pas vraiment dans nos gènes, on va dire. Elle n'est pas dans notre culture. Quand on dit qu'un territoire est sacré, quand on a déjà tenté de porter atteinte au cimetière de vos ancêtres, pour moi, ça veut dire quelque chose. Je viens d'un village, si on veut, puis quand je rentre dans le cimetière, les noms me disent quelque chose. Oui. Je ressens quelque chose. Donc, je dis pas que je comprends leur notion de sacré, mais je veux dire, c'est quelque chose qui ne m'était pas... Qui est légitime, et que je respecte, du plus profond de moi-même, parce que quand je rentre dans le cimetière où sont enterrés mes parents, mes ancêtres, leurs amis, des oncles, des gens que je connais, écoutez... appelons ça comme on voudra, je ressens quelque chose. Alors, c'est quelque chose que je respecte. Et cette relation à la forêt, à la pinède, je la comprends aussi chez les Oquois. Écoutez, ils l'ont planté ensemble avec les Autochtones. Mais cette relation-là est différente. Alors, quand les uns parlent de patrimoine et quand les autres parlent de patrimoine, le mot est identique, mais ce qu'il y a en arrière est différent, là, est différent. Et écoutez, c'est une collision, on va dire, c'est qu'une collision entre deux raisons. Il n'y en a pas un qui a tort, et il n'y en a pas rien qu'un qui a raison. Mais la relation à cette forêt est différente. Oui. Quand on regarde, par exemple, les arguments de la municipalité, et je les respecte, je veux dire, ce sont des arguments parfaitement légitimes. Ça a été planté par leurs ancêtres aussi, il y avait des autochtones, je veux dire, et en plus, peu importe ce qu'on pense des Sulpiciens, et en plus, c'était avec la bénédiction des Sulpiciens. Oui. Qu'y a-t-il de plus, disons, noble et un acte de réconciliation incroyable à cette époque, et peut-être le seul qui ait eu lieu, si on veut, hein?
Oui. Alors, on est dans une collision, si on veut, entre deux légitimités, mais qui, selon moi, il y en a une qui m'apparaît plus à laquelle je me rattache davantage. Cette relation avec le sacré, cette relation avec les ancêtres, ces tentatives qu'il y a eu en 90 de finalement désacraliser le cimetière. Moi, ça me parle, ça, même si je suis pas autochtone, ça me parle. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris qu'en décembre, lors de la séance du conseil municipal d'Oka, un règlement municipal avait été adopté pour protéger la pinède? Vous avez réagi de quelle façon? Ça, c'était en décembre dernier. En décembre. Ouais. Ben, écoutez, il faut... Écoutez, là, on a une collision de deux légitimités, si on veut. Ils se sentent tous les deux légitimes. Et vous savez que dans les tragédies grecques, ok, c'est une collision entre deux raisons et que personne ne veut céder. Et donc c'est une tragédie. Donc on se retrouve finalement avec une décision municipale qui, dans le théâtre grec, est une forme de tragédie annoncée, là. Alors c'est sûr c'est sûr qu'on a des raisons d'être inquiets. Okay. On a des raisons d'être inquiets. Parce que les deux se sentent légitimés, si tu veux. Oui. Alors, j'ai tenté j'ai dialogué avec Monsieur le maire là-dessus. J'ai dialogué en lui exprimant ma profonde inquiétude. Et l'inutilité un tel règlement, alors que il y avait eu précédemment un autre changement de statut pour protéger ce territoire-là, c'est-à-dire que avant c'était un statut de type villégiature, il a été changé avant pour un statut de type conservation, c'est-à-dire plus possible, on sait ce que c'est un statut de conservation. Ouais. Et là, on en rajoute par-dessus. Avec le patrimonial, c'est comme une surprotection, à mon avis, inutile. Et quand on regarde les arguments pour la protéger, je veux dire, il n'y a pas de... J'ai trouvé que c'est mon point de vue, et je veux dire, je n'ai pas, comme citoyen, je me suis, disons, j'ai donné mon point de vue à Monsieur le maire, que c'était de jeter inutilement de l'huile sur le feu, parce que cette forêt-là était déjà protégée. Pourquoi jeter inutilement de l'huile sur le feu, alors que j'avais bien sensibilisé la municipalité à l'initiative entreprise déjà avec la communauté Mohawk. Parlez-vous de ce que vous aviez entrepris en juillet 2019, je crois. Oui. Cette entente qui était une entente qui n'était pas incompatible avec ça, et donc que c'était finalement de jeter de l'huile inutilement sur le feu, là. Donc j'ai tenté d'amener la raison, mais sans succès. Et ce qui est étrange, c'est que je craignais que de l'autre côté, on revive, si on veut, une situation, disons, émotive. Eh bien non, c'est le monde à l'envers.
quand on compare les deux attitudes, je dois vous dire, je suis pas, malheureusement, je dois le dire, je suis pas très fier de cette décision-là, mais vraiment pas. C'est une décision qui est inutilement risquée, et pour la forêt elle-même, pour la raison d'être de ce territoire-là, avec la nouvelle protection que la ville vient de lui donner, un statut conservation, cette décision-là était une décision dont les avantages m'apparaissent nettement moindres que les inconvénients. Et on voit la situation dans laquelle on se trouve, c'est devant deux droits, deux légitimités, qui risquent de nous amener à une tragédie. Et Dieu merci, on va dire, on a au moins une des deux parties qui a décidé d'adopter, on va dire, une attitude plus responsable, et plutôt d'adopter la règle de droit pour résoudre ce conflit de légitimité. Justement, le Conseil Mohawk annonçait en janvier poursuivre la municipalité d'Oka et la province de Québec. Vous avez été mis en cause dans cette poursuite? Vous n'êtes pas poursuivi vous-même? Non, et c'est important de le noter. Oui, en effet. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette poursuite? Si je vous laisse aller là-dessus. Ben, écoutez, je pense, d'abord, c'est pas un geste, on va dire, précipité. Il y a eu, on va dire, comme avertissement, de la part de la communauté Mohawk, qui a exprimé des objections. Et puis, dans une situation où on est en désaccord, je veux dire, la première chose, quand on est... il y a des mots qui sont difficiles pour moi, je ne veux accuser personne, mais quand on veut être de bonne foi, il faut écouter. On écoute. Sinon, les émotions prennent le dessus. Donc, c'est comme, on est en désaccord, et un désaccord, ça n'est pas un conflit. Un désaccord, on écoute, et puis on échange, on cherche des solutions, et c'est l'attitude, je crois, mais les faits sont là, je n'invente rien, où on dit, où on a la communauté voisine qui dit, écoutez, c'est quoi l'urgence? Quelle est l'urgence? Elle a été zonée conservation, et on est d'accord avec ça. Et c'est quasiment si la communauté disait merci de zoner conservation, de la protéger, parce que c'est quelque chose qui est sacré pour nous. Écoutez, nos ancêtres sont là, ok, maintenant ils n'en font pas partie, pour x, y raison, et ils n'en font pas partie, mais ce territoire-là est sacré pour nous. Et est-ce que j'en comprends que vous êtes d'accord avec cette poursuite, d'en avoir rajouté une autre couche, en ajoutant le patrimoine? Quelle est l'utilité d'aller en mettre une couche, c'est-à-dire de surprotéger ce territoire-là, parce qu'en fin de compte, il est déjà protégé par son statut de conservation quand on est une municipalité. Pourquoi le fait-on? Surtout que moi-même, j'ai dit mes réticences à la ville. Et regardons la réaction. C'est pas la réaction de 90 qu'a eu notre communauté. On voit qu'il y a eu une certaine évolution dans la façon de faire. Ils sont plus sages, ils sont plus... il y a d'autres mots qu'on pourrait utiliser, mais disons qu'ils sont plus sages, et leur réaction a dit, écoutez, c'est quoi l'urgence? Quelle est l'urgence? Nous sommes tous d'accord qu'il faut protéger ça. Quelle est l'urgence? Alors, il n'y en avait pas d'urgence. Il n'y en avait pas, surtout en période de Covid,
surtout en période de Covid où finalement on est pris avec d'autres choses. On a une communauté qui doit être protégée du virus et qui est en train, au moment où on se parle là, c'est en train de se faire là en priorité. Et ça a été reconnu comme une priorité. Et écoutez, on est en urgence, on va dire médicale, et c'est pas le temps de venir se chamailler sur des choses où tout le monde s'entend qu'il faut protéger. Alors, c'est... Le mot réconciliation, c'est un mot qu'on entend souvent lorsqu'il est question d'Oka et Kanisatake. Pensez-vous, premièrement, que c'est possible? Puis si oui, que doivent faire les principaux protagonistes pour arriver à se réconcilier? Poser une grosse question, là. Vous me posez une grosse question. D'abord, on va dire que la réconciliation, c'est pas une émotion. Okay? C'est pas de la pitié, c'est quelque chose qui vient pas tout seul non plus, là. Justement, parce qu'il y a... des efforts des deux parties. Parce qu'il y a énormément de préjugés, il y a énormément d'acquis, de façons de penser, de façons de penser qu'on croit être des vérités, et donc qu'il faut déconstruire. La réconciliation, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est une décision rationnelle, si on veut. C'est pas de la pitié, on n'est pas à l'époque des missionnaires, non. La réconciliation est un acte réfléchi. Où on est capable de transcender des émotions, on est capable de remettre en question ses préjugés pour finalement... pour non seulement son bien-être, le bien-être collectif des siens, mais également pour les générations futures. Donc c'est quand même un acte extrêmement important, et c'est un acte réfléchi. Pour une fois, les deux mots commencent par la même lettre, on va dire. Réfléchi et réconciliation est un acte réfléchi où on se doit de remettre en question, encore un R, de remettre en question c'est ce qu'on croit être la vérité. Et donc... il y a une remise en question à faire? Il y a une remise en question, et il y a du temps. Et ça se fait à petits pas. Et surtout, la réconciliation, on n'a pas besoin d'avoir la confiance pour se réconcilier. Justement, le besoin de se réconcilier vient du fait que nous sommes en situation de méfiance. Donc, c'est quelque chose qui se fait à petits pas. À petits pas. Elle se fait à petits pas, et puis on avance, et puis et c'est une réflexion sur c'est quoi la vérité, c'est quoi nos façons de penser, est-ce que c'est vrai qu'on a créé des préjudices, est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont aucun droit. Il y a des choses ahurissantes qu'on entend de la part de certaines personnes que les Mohawks de Kanesatake n'ont aucun droit. Écoutez, tout ça a été reconnu. Même la prépondérance des droits a été reconnue. Écoutez, là, on pourrait en rajouter, là. Il faudrait que le gouvernement fédéral intervienne davantage? Bon. On entre dans un terrain glissant, mais c'est lui qui a les décisions finales. Mais c'est lui qui est pris avec la loi sur les Indiens. Alors, c'est lui qui a cette responsabilité ultime. Ça ne veut pas dire qu'il a la responsabilité exclusive, au sens où on l'entend. Je veux dire, nous avons tous une responsabilité là-dedans. Là. Puis, je m'excuse d'être en désaccord avec une des remarques, et pour moi c'est important de le souligner, une des remarques qui m'a été faite, c'est occupe-toi de tes affaires, ça n'est pas de tes affaires, je m'excuse. La réconciliation, c'est l'affaire de tous.
Et c'est pas moi qui le dis. Je veux dire, c'est justement celui qui a l'autorité suprême sur ce genre de choses, le gouvernement fédéral, la Cour suprême qui nous le dit. La réconciliation est l'affaire de tous. Elle est aussi l'affaire de nos élus du côté de Oka. Elle est aussi l'affaire des élus du côté de Kanesatake. Et, je m'excuse, j'ai senti qu'elle était également mon affaire, surtout comme propriétaire foncier, où on a une, on va dire, on a un différend historique qui traîne depuis au moins 150 ans, ok, et que tout le monde tourne autour. Alors, en discutant avec mes voisins Mohawks, je me suis dit, tout ce qui a été tenté depuis, mettons, au moins depuis de la crise d'Oka, tout ce qui a été tenté semble tourner en rond, ou à l'échec. On a un gouvernement fédéral qui est, appelons ça de la timidité, ou de la crainte. Ou la crainte peut-être de créer une situation plus dramatique, ou une situation plus moins équilibrée que la situation actuelle. Alors, si quelqu'un comme moi, qui est un propriétaire foncier, ne tend pas la main et dit, bon, écoutez, là, on n'est peut-être pas d'accord, mais regardez, on s'assoit, puis mettons ça sur la table, ok? Et puis, j'ai trouvé des interlocuteurs, et je dois dire des interlocuteurs qui voulaient ce genre de discussion. C'est à refaire, vous reporteriez-vous acquéreur de ces terres-là, si on se ramène en 2004? Là? Tout à fait. Tout à fait. Parce que vous savez, je suis un drôle de propriétaire foncier. J'ai pas étudié l'urbanisme, je suis un drôle de propriétaire foncier. Je viens d'une famille qui cultivait des petits lopins de terre en Italie, donc j'ai cette mentalité de propriétaire foncier qui est peut-être pas celle qu'on a dans le contexte entre Oka et Kanesatake, si vous voulez. Donc je suis très content de m'être porté acquéreur de ça, parce que c'est une façon pour moi d'apporter mon grain de sel comme immigrant maintenant, et comme Canadien bien sûr, mais on est toujours immigrant quand on vient d'un autre pays, et surtout quand on vient d'un milieu agricole et qu'on vient d'un milieu pauvre comme le mien. Je viens d'un milieu relativement pauvre. On a une façon de penser qui est différente, on va dire. Et donc, si c'était à refaire, je le referais. Et je suis même, je dois dire, je me sens pas investi d'une mission. J'ai rien du missionnaire, si on veut. J'ai mis des économies là-dedans et j'y tiens, comme tout homme d'affaires, d'en tirer profit. Mais il y a des limites. Vous en êtes où là, dans le développement du domaine des collines? C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Là? Le domaine des collines c'est la fin du domaine des collines. Il reste une douzaine de terrains. C'est complètement la fin. Je me suis engagé pour tous les autres terrains que j'ai qui sont développables. Je me suis engagé à aller, appelons ça, geler. Ouais. Hein? C'est un moratoire, à les geler pour permettre à ceux qui ont vraiment le pouvoir d'arriver à une solution. Moi, je considère que j'ai un des moyens d'arriver à une solution qui est importante pour les voisins Mohawks.
qui avant avaient 600 et quelques kilomètres carrés, maintenant en ont juste 12, là, je veux dire, c'est 12. C'est pas suffisant pour espérer arriver à l'autodétermination. C'est trop petit, là. Pour arriver à une certaine forme d'autogouvernance, ça prend un minimum de territoire. L'autogouvernance et le territoire vont de pair, là. Donc, écoutez, j'ai pris cette décision-là de débloquer, si on veut, d'amener mon grain de sel et d'espérer que les parties prenantes, là, celles qui détiennent vraiment la solution, vont être capables de s'entendre sur la notion de territoire et vont être capables de s'accommoder mutuellement. Parce que, bon, j'ai pas à dire ce qu'il faut faire, mais dans mon livre à moi, comme on dit, il y a des parties de territoire qui sont moins déterminantes pour l'avenir de la ville, que ce soit son avenir social ou son avenir économique. Il y a des parties qui sont moins importantes et qui sont plus importantes et très importantes pour la communauté voisine. Pour arriver à une solution, si on veut, ça prend un compromis. Ça prend un compromis territorial. Vous savez que tous les grands conflits sont basés là-dessus, sur le territoire. Oui. Okay? Donc, quand on parle de territoire, il faut y aller avec des gants très blancs, avec beaucoup de respect et beaucoup de compréhension, et faire attention que c'est pas les préjugés qui nous guident, que c'est la réalité qui nous guide, pas simplement notre réalité d'aujourd'hui, mais aussi celle de nos enfants et des prochaines générations. Donc, mais quand on regarde la situation à Oka, dans mon livre à moi, là, comme on dit, là, je crois qu'il y a des parties du territoire qui peuvent être cédées de façon, on va dire, harmonieuse et amicale de part et d'autre, parce qu'il y a des revendications légitimes des Mohawks, de Kanesatake, sur des parties de territoire qui présentement sont gérées par la ville et qui sont critiques, qui sont très importantes pour le développement de la ville. Oui. Donc c'est ce dialogue-là qui doit être tenu, et à mon avis dans les plus brefs délais, sous l'égide de nos gouvernements qui, eux, ont la solution finale. Et vous l'avez dit, il faut aussi avoir l'humilité de se remettre en question à l'occasion. Mais c'est la base. Comment voulez-vous comment voulez-vous passer de préjugés à vérité, ou à ce qu'on dit vérité, c'est à des réalités, si on veut, comment finalement passer de vos rêves à la réalité, si on veut, sans remettre en question vos préjugés. C'est impossible. Impossible. Grégoire Golain, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous.